Madame, monsieur, bonjour. Regardons ensemble les titres de l'actualité. Une invitation de Vladimir Poutine par le président indonésien qui irrite dans le cadre des institutions internationales du G20 qui se tiendra en novembre prochain, alors que les bombardements russes s'intensifient dans le Donbass. Détail de la situation dans quelques minutes. Des images édifiantes dans le Kansas en proie à une tornade impressionnante ce vendredi ayant fait des dégâts importants dans la ville d'Andover au centre des États-Unis, dont les rafales ont été enregistrées à plus de 400 km/h selon les agences météorologiques locales. Enfin dans ce journal, en ce 1er mai, les traditionnels rassemblements et défilés sont attendus. Nous reviendrons sur les origines américaines de ce jour férié, que l'on nomme communément fête du travail, et c'est également l'occasion d'offrir un brin de muguet. L'offensive russe se poursuit dans le Donbass. De violentes explosions ont été entendues dans la ville de Kharkiv, la deuxième ville du pays, pilonnée par l'artillerie du Kremlin depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, Vladimir Poutine a été invité au sommet du G20 qui se tiendra en Indonésie en novembre prochain, courrouçant les États-Unis. Explication Meiki Suplon. 67 jours après le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis s'opposent et disent qu'ils ne veulent pas faire comme si de rien n'était à la venue du président russe Vladimir Poutine qui a été convié au G20 qui se tiendra en novembre prochain en Indonésie. Le président américain Joe Biden n'a d'ailleurs toujours pas confirmé sa venue au G20. Emmanuel Macron s'est entretenu hier après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de vouloir réinstaller en Ukraine une souveraineté et l'intégrité. Il a d'ailleurs annoncé l'envoi de matériel militaire en Ukraine. Samedi, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, demande à l'OTAN d'arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. À Kharkiv, des explosions ont été entendues dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan est pour le moment d'un mort et de plusieurs blessés. Le procureur général d'Ukraine a annoncé que 10 soldats russes ont été mis en examen jeudi pour des crimes présumés à Boutcha. Le cadavre de 3 hommes qui ont été a priori torturés et puis tués par balles ont été retrouvés près de Boutcha, a annoncé la police ukrainienne hier. À ce jour, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays. Ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, tout juste réélus à la présidence, se sont entretenus par téléphone. Le président français a joué la carte du soutien. La France va poursuivre l'envoi et le renfort d'aide humanitaire ainsi que l'acheminement du matériel militaire, remercié par son homologue ukrainien Emmanuel Macron, dont l'objectif pour le second mandat est de réhabiliter la sécurité et le territoire. Alors que se poursuivent les élections législatives, les négociations pour l'Union se poursuivent et se compliquent à gauche avec le bras de fer engagé avec le Parti socialiste dont les négociations sont freinées à l'issue des désaccords avec la France insoumise en position de force après avoir cumulé pas moins de 22% des voix lors du premier tour de la présidentielle. Ce sont des images impressionnantes que vous allez voir qui témoignent de la violente tornade qui a frappé le Kansas, état du centre des États-Unis. La ville d'Andover ce vendredi a été particulièrement impactée à 14 reprises, des dégâts matériels impressionnants, des toitures arrachées, arbres déracinés et bâtiments endommagés. Après des rafales enregistrées à plus de 400 km/h, aucune victime n'a été à déplorer, seulement un blessé grièvement. Les secours sont déployés sur place afin d'assurer qu'il ne subsiste aucun danger. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Après le vent, la canicule qui accable l'Inde et le Pakistan, une vague record de chaleur sévit depuis quelques semaines, entraînant de multiples coupures d'électricité et un coup de chaud précoce, ayant par conséquent de nombreux départs de feux de forêt et incendies menaçant d'une décharge sauvage à New Delhi, avec 43 degrés enregistrés, une hausse jusqu'à 50 degrés d'ailleurs probable, ce qui intervient en plein mois du Ramadan. Toujours à l'étranger, une explosion survenue le 29 avril dernier a fait au moins 10 morts dans une mosquée à Kaboul, au sud-ouest de la capitale afghane. Un événement qui fait suite à une vague d'attentats, dont un contre 2 minibus transportant des passagers chiites, avec un bilan de 9 morts au total revendiqué par le groupe État islamique. Auparavant, le 21 avril dernier, 36 personnes ont été tuées, dont des enfants visés par un attentat perpétré par l'organisation djihadiste dans une mosquée chiite. Une communauté qui représente pas moins de 10 à 20% de la population totale est persécutée depuis plusieurs années par la majorité sunnite.
C'est un sujet que nous évoquions dans notre précédent journaux, et pour cause, après la découverte d'une dizaine de corps de civils jonchant le sol de Boutcha, les accusations de crimes de guerre se sont multipliées par les dirigeants européens à l'encontre de la Russie. Certains médias britanniques exposent le fait que la Russie utiliserait des crématoriums mobiles en Ukraine pour brûler des corps de soldats dont l'objectif est d'effacer toute trace d'éventuels crimes de guerre. Bonjour Théo Tornet, à leur info ou à Fox? Bonjour Steven, vous savez qu'ils ont importé des crématoriums avec eux. Alors ceci est le message déclaré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 3 mars dernier. En effet, selon plusieurs officiels ukrainiens, l'armée russe utiliserait des crématoriums mobiles en Ukraine pour brûler les corps des soldats russes au combat ou des preuves des potentiels crimes de guerre. Le conseil municipal de Mariupol indiquait sur Telegram le 6 avril que des crématoriums mobiles russes ont commencé à fonctionner à Mariupol. Les hauts dirigeants russes ont ordonné la destruction des preuves des crimes commis par les armées. Mais du coup, est-ce vrai? En effet, plusieurs médias britanniques se basent sur une vidéo qui montre un camion équipé d'un incinérateur qu'il affirme que les Russes en aurait apporté, sauf que cette vidéo est en réalité issue d'une publicité datant de 2013 pour l'entreprise russe Turmalin qui construit des incinérateurs pour brûler des déchets biologiques. Donc même si ces camions existent bien, rien ne prouve leur présence en Ukraine. Ils font référence aux propos lancés par le ministre de la Défense britannique Ben Wallace qui avait déclaré à la veille de l'invasion russe le 23 février que nous attendons à avoir des choses qu'ils ont déjà faites auparavant. Par exemple, ils ont utilisé des crématoriums mobiles. Il n'a donc pas confirmé que des crématoriums mobiles étaient utilisés par les Russes, mais qu'ils s'attendaient à en voir. Ce scénario avait déjà été fait par le passé pendant la guerre dans le Donbass en 2015, où le chef de la sécurité ukrainien, Valentin Navalchenko, évoquait déjà leur présence, encore une fois, sans preuve ni image. Tout autre chose à présent, le délégué général d'En Marche, Stanislas Guerini, affirme chez nos confrères de France Télévisions que l'âge de départ à la retraite, 64-65 ans mentionné par le programme d'Emmanuel Macron, est proche de la moyenne européenne. Alors est-ce vrai? Alors qu'il s'agit d'une des mesures phares du président réélu Emmanuel Macron, qui propose de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans et éventuellement 65 ans au prochain quinquennat. D'après le délégué général du parti Stanislas Guerini, il a déclaré lundi 25 avril sur France Info que cela reviendrait à nous aligner sur nos voisins européens. On veut avoir l'objectif de ramener l'âge de départ à la moyenne européenne, à ce que font les autres pays autour de nous, a-t-il lancé. Alors d'un côté, cette affirmation est vraie, mais de l'autre, il faut nuancer car ceci n'est pas vrai partout. En effet, un peu plus de la moitié des pays de l'Union européenne ont aujourd'hui un âge légal de départ à la retraite à 65 ans et plus. Ceci est le cas par exemple de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie ou encore de l'Allemagne, qui visent même les 67 ans. Mais l'autre moitié qui sont en dessous de 65 ans, comme la France, on se rend compte qu'une majorité a engagé des réformes pour atteindre dans les années à venir les 65 ans. De plus, il y a quand même une certaine nuance car comparer les âges légaux entre les pays a ses limites. Il y a des différences parfois importantes d'un État à l'autre. D'après le Centre de liaison européenne et de sécurité sociale, pour finir, il y a des pays où les femmes et les hommes ne partent pas au même âge légal, ce qui est le cas de la Pologne ou de l'Autriche, où les femmes partent à 60 ans, alors que les hommes partent à 65 ans, ce qui fausse les comparaisons. Merci beaucoup Théo Tornet pour cet éclairage. C'est un événement qui était très attendu. Après 3 ans d'absence, la Foire de Paris fait son grand retour pour une 116e édition, un rendez-vous traditionnel où sont attendus pas moins de 500 000 visiteurs, avec pléthore de tendances, à commencer par l'innovation, l'habitat, mais aussi artisanale et gustative, à découvrir évidemment jusqu'au 9 mai prochain. Et en ce 1er mai, une forte mobilisation est attendue. Les syndicats se préparent dans un contexte où le président sortant a finalement été réélu à la présidence. Les forces de l'ordre prévoient un déploiement similaire à celui de l'an dernier pour leur dispositif. Une question subsiste toujours, mais d'où vient le jour férié du 1er mai? Réponse Maïki Suplon. C'est une vieille tradition datant de la fin du XIXe siècle. Le 1er mai correspond, outre-Atlantique, au premier jour de l'année comptable des entreprises. C'est en 1884 à Chicago que des syndicats ouvriers se mobilisent afin d'obtenir la journée des 8 heures de travail. En 1886, les revendications ne sont manifestement pas entendues. Ce sont plus de 200 000 travailleurs qui se réunissent afin de manifester pacifiquement dans tout le pays et virant au drame 2 jours plus tard,
3 ouvriers sont tués. Le lendemain, l'explosion d'une bombe et des affrontements marquent la journée. Des revendications similaires incitant les travailleurs français à leur tour à descendre dans les rues sous l'impulsion de Jules Guesdès lors du congrès de la Seconde Internationale Socialiste. En 1891, lors d'un rassemblement dans la commune de Fourmies, située dans le nord de l'Hexagone, 9 morts et une trentaine de blessés sont à dénombrer après les tirs de l'armée dans la foule. La date du 1er mai devient un symbole et une tradition qui se veut alors vecteur de lutte et de reconnaissance envers les travailleurs. Un tournant, 1906, et la création du ministère du Travail. La journée des 8 heures est ainsi promulguée par le Parlement en 1919. Sous l'occupation au début des années 40, le maréchal Pétain s'approprie la date du 1er mai à des fins de propagande vichiste et déclare pour cette date une fête du travail et de la concorde sociale, comme le veut la devise de l'époque, travail, famille, patrie, officiellement jour férié en 1948. Dès lors, le muguet est associé à la fête du travail. Cependant, la coutume d'offrir un brin de muguet, signe de bonheur, remonte au XIVe siècle. Et vous le voyez sur ce plateau, le muguet a donc pris place. Permettez-moi de vous en offrir un brin en espérant qu'il vous porte bonheur. Et justement du bonheur, j'en souhaite beaucoup à notre ami Pierre-Emmanuel Alter qui pendant plus d'1 an vous a présenté la météo ici avec tant de passion et de plaisir qu'il continuera d'exercer sur R1 avec d'autres missions. En attendant, ce n'est pas terminé, on retrouve Benjamin Lemoine, bienvenue à vous. Alors il faut en profiter, le temps va se gâter. Bonjour Steven, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est vrai que le temps va se gâter pour les prochaines heures, les prochains jours. On aura une semaine un peu moins belle que la précédente. Donc tout d'abord, pour ce dimanche 1er mai, la fête du travail. Donc regardez, on attend une nouvelle perturbation qui va entrer dans les terres. Cette perturbation, cet après-midi, vous la retrouvez sur la Bretagne, la Normandie. Partout ailleurs, le ciel va se voiler, va s'ennuager partout ailleurs. Donc les pour ce dimanche après-midi, vous aurez 14 degrés pour Cherbourg, on ira à 15 degrés du côté de Lille, 17 pour Strasbourg et la maximale pour 23 degrés du côté de Perpignan. Pour demain matin, un ciel bien chargé, bien gris, avec une nouvelle perturbation qui va entrer dans les terres, une perturbation chasse une autre. Partout sur les régions de l'Est, ce sera un ciel chargé également, y compris pour l'île de Beauté. Côté température, demain matin, 9 degrés du côté de Lille, 9 également pour Brest. On ira jusqu'à 10 degrés du côté de Strasbourg. La minimale de 6 degrés pour Clermont-Ferrand, jusqu'à 16 degrés. Ce sera du côté de Perpignan pour demain après-midi. Donc toujours cette perturbation, ces nuages sur la Bretagne, la Normandie, du côté de Cherbourg par exemple. Sur la moitié nord, vous aurez un ciel un peu plus chargé et un peu plus lumineux avec ce petit voile de nuages de La Rochelle jusqu'à la Canebière. Donc pour demain après-midi, les températures 13 degrés du côté de Cherbourg, on ira jusqu'à 18 degrés pour Strasbourg et Nancy, 20 degrés pour 21 degrés la maximale pour Marseille. Les températures chutent pour les prochaines heures. Donc, on va regarder maintenant le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi. C'est des cartes similaires avec des températures similaires. Ce n'est pas fait exprès d'ailleurs. Donc, on aura un ciel un peu plus lumineux sur les régions de la moitié nord. Attention aux orages sur pareil pour la journée de mercredi. Des orages sur le relief du nord, sur la Bretagne. Et les températures vont rester similaires, Steven. Et c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. Mercredi, vous retrouverez Rodrigue Godin pour Que j'ai politique. Samedi, Romain reviendra sur la question du pouvoir d'achat suite à la hausse des prix avec son invité Axel Cariou dans l'émission FAQ. Merci infiniment de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Retrouvez toutes vos infos sur le site ara-info.fr. Après votre émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, tapez AR1-info pour être au courant à chaque fois qu'une de nos émissions est en ligne. Sur Twitter, retrouvez-nous à @AR1info pour plus d'actualités en direct. Et AR1 est aussi présent sur Facebook. Depuis le 1er décembre 2021, AR1-info est aussi présent sur le site internet ara-info.fr. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles pour mieux analyser l'actualité grâce à nos rédacteurs. Nous vous proposons par ailleurs de redécouvrir tous nos contenus sur une seule plateforme.